Hello tout le monde, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Géopofiction. La dernière fois on a pu voir ensemble comment pouvait s'organiser la géopolitique d'un univers totalement fictif, et bien aujourd'hui c'est plutôt l'influence du contexte historique et géopolitique sur les personnages qui va nous intéresser. C'est une série basée sur l'histoire d'un gang qui a réellement existé dans les années 1920 à Birmingham en Angleterre, série créée en 2013 et rendue populaire principalement par sa diffusion sur Netflix. Un gang mené par le charismatique Thomas, ou plutôt Tommy Shelby, interprété par Cillian Murphy à l'écran. On ne les présente plus, mesdames, messieurs, les Peaky Blinders. La série démarre en 1919, moins d'un an après la fin de la Première Guerre mondiale. L'armistice étant signé le 11 novembre 1918. Elle a été remportée par les membres de ce que l'on nomme la Triple Entente, France, Royaume-Uni et Russie impériale. Elle s'opposait à la Triple Alliance, l'Allemagne, l'Empire austro-hongrois et l'Italie. De nombreuses troupes de soldats britanniques furent engagées dans cette guerre, près de 4 millions d'hommes dont la moitié constituée de volontaires. Le nombre de morts également fut très élevé, environ 750 000 au front, en particulier au cours de la bataille de la Somme. Une bataille extrêmement sanglante mais tout aussi difficile psychologiquement pour les soldats au front. Des lignes de position tenues pendant 5 mois par des troupes en grande partie anglaises, les Français ne pouvant prendre le leadership de cette bataille, épuisés par la bataille de Verdun. De nombreux personnages masculins de la série, dont Thomas Shelby, ont participé à cette bataille. Ce dernier est décoré par le gouvernement britannique en revenant de France, et même considéré comme un héros de guerre. Mais le revers de la médaille est lourd à porter, ses souvenirs du front ne cessent de le hanter. Il faisait partie de ces soldats chargés de creuser des souterrains sous le champ de bataille. La mort de l'un de ses compagnons l'empêche de dormir, à tel point qu'ils doivent prendre de l'opium pour calmer ses douleurs psychiques. Il développa, comme de nombreux anciens combattants, un trouble du stress post-traumatique ou PTSD. L'influence de la Première Guerre mondiale est très marquante notamment durant la première saison. Le personnage de Danny Owen en est une illustration parfaite, son surnom Danny Whizbang faisant référence aux obus allemands. Danny, you're home. We're all home in England. You're not in France. You're not an artillery show, Danny. You're a man. Hey, you're not a whiz-bang. You're a human being, Danny. You're all right. You're all right. You're all right. À peine sorti de la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni doit faire face à un conflit interne particulièrement important. La déclaration d'indépendance de l'Irlande, adoptée le 21 janvier 1919 par le Parlement irlandais, va donner suite à une guerre d'indépendance de 2 ans et demi. Elle verra s'opposer l'armée républicaine irlandaise, IRA pour Irish Republican Army, et les forces de l'Empire britannique, composées de la police royale irlandaise, hérissée pour Royal Irish Constabulary, l'armée britannique, et les Black and Tans pour Noirs et Fauves, en français, anciens combattants britanniques démobilisés après la Première Guerre mondiale. Cette guerre civile aboutira finalement sur un cessez-le-feu en juillet 1921 et au traité anglo-irlandais de décembre de la même année. Cet accord mit fin à la domination britannique sur la plus grande partie de l'Irlande, et après une période de transition de 10 mois supervisée par un gouvernement provisoire, l'État libre d'Irlande fut établi. Cependant, 6 comtés au nord choisirent de rester au sein du Royaume-Uni, en tant qu'Irlande du Nord, avec leur propre parlement. Les Peaky Blinders vont se retrouver au milieu de ce conflit de manière tout à fait involontaire, après avoir volé une cargaison d'armes destinée à être vendue à la Libye, dans un entrepôt de la BSA, la Birmingham Small Arms Company, au lieu des motos qu'ils devaient initialement voler. Ils vont se retrouver entre deux feux, avec d'un côté le gouvernement britannique. Winston Churchill en personne envoie l'inspecteur en chef Chester Campbell afin de ramener l'ordre à Birmingham et récupérer les fusils mitrailleurs volés. Campbell est un officier de la police royale irlandaise connu pour ses méthodes expéditives et va immédiatement se confronter aux Peaky Blinders. Il est l'un des antagonistes principaux des 2 premières saisons. De l'autre côté, des membres de l'IRA ont été mis au courant de ce vol d'armes et sont envoyés à Birmingham afin de racheter la cargaison aux Peaky Blinders. Mais Tommy n'est pas de cet avis, il préfère se mettre à dos l'IRA pour avoir un moyen de négociation avec le gouvernement britannique, son objectif étant de se débarrasser au plus vite de l'inspecteur Campbell. Comme si ces 2 guerres n'avaient pas fait assez de morts, cette période verra également la propagation mondiale du virus de la grippe A, H1N1, plus communément appelée grippe espagnole, cette pandémie apportant comme point de départ les États-Unis. Son nom vient du fait que l'Espagne, n'étant pas engagée dans la Première Guerre mondiale, diffusa la plupart des informations liées à la maladie. Le virus se propagea à l'échelle internationale entre 1918 et 1919, faisant près de 100 millions de victimes, soit 5% de la population mondiale.
Elle est évoquée furtivement dans la série puisqu'elle va toucher Freddie Thorne, ami proche des Shelby et militant communiste important de la ville de Birmingham. Thomas Shelby est un héros de guerre malgré lui et son objectif se tourne plutôt vers la réussite de l'affaire familiale dans les paris hippiques. Son ambition sans limite va le mener à étendre son influence de plus en plus loin, faisant de lui un véritable businessman. Après avoir obtenu une licence officielle de bookmaker, les Peaky Blinders prennent la main sur les paris hippiques à Birmingham et dans sa région. La mort de Billy Kimber, ancien leader de la région, permet à l'entreprise de dégager rapidement un chiffre d'affaires important. Tommy envisage même de se développer à Londres où une guerre de gangs fait rage entre les juifs d'Alfie Solomons et les Italiens de Charles Darby Sabini. S'ensuit une véritable guerre de territoire entre les trois gangs, mêlant diverses alliances et trahisons au cours de la série. C'est au cours d'un passage à Londres, dans l'un des cabarets de Sabini, que l'on se rend compte vraiment que la série se passe bien durant les années folles. Le nom de cette période de l'histoire, qui dura environ 10 ans, de 1920 à 1929, s'explique de plusieurs manières. Tout d'abord, les populations occidentales veulent vite oublier les horreurs de la Première Guerre mondiale. Le mot d'ordre est de passer à autre chose et on répète partout « plus jamais ça » comme message d'espoir. Ensuite, c'est les années que l'on peut considérer comme l'âge d'or du capitalisme, avec des échanges décuplés dans les grandes bourses. L'indice de la bourse de Paris va être multiplié par 4,4 entre fin 1921 et fin 1928, dépassant le Dow Jones américain multiplié par 3,6 sur la même période. Cette forte croissance économique profitant à l'industrie manufacturière très active à l'époque. En Europe, la hausse de la production manufacturière entre 1913 et 1928 s'établit comme suit: France plus 39%, Allemagne plus 18% et Angleterre plus 6%. Le faible taux anglais serait dû à la décision du gouvernement britannique de 1925 de revenir à l'étalon or, selon John Maynard Keynes, l'un des économistes les plus influents du XXe siècle. Enfin, cette libéralisation des marchés financiers se décline comme une idéologie propre où la place de l'individu prévaut sur celle du groupe. C'est la période d'un individualisme extravagant et exacerbé, représenté dans la série par une totale décomplexion vis-à-vis de la drogue et du sexe. Is that racket? This is what they call music these days, brother. Music? Le 22 décembre 1917, un nouvel amendement à la Constitution américaine concernant l'alcool est proposé. Il est adopté en 1919 par 36 des États américains. Le Volstead Act interdit alors la fabrication, la vente et le transport de toute boisson contenant plus de 0,5% d'alcool, exception faite pour les breuvages médicaux, du vin pour la messe ou pour les boissons concoctées à la maison. Profitant de sa nouvelle position de directeur d'une usine de voitures à Birmingham et de la multiplication des échanges commerciaux internationaux, Thomas Shelby va commencer à vendre du whisky aux riches américains privés d'alcool. Par la suite, il ira même jusqu'à distiller son propre gin, destiné à séduire une clientèle plus féminine comparée au whisky irlandais ou écossais qu'il vendait déjà. Alors que les affaires sont florissantes pour la Shelby Company Limited, développant sa branche aux USA, le jeudi 24 octobre 1929, le monde de la finance crache. Le matin du jeudi noir, il ne se trouve presque pas d'acheteurs, quel que soit le prix, et les cours s'effondrent. À midi, l'indice Dow Jones a perdu 22,6%. Et la situation va continuer de se dégrader, puisqu'entre le 22 octobre et le 13 novembre, l'indice Dow Jones passe de 326,51 à 198,69, soit à moins 39%. Cela correspond à une perte virtuelle de 30 milliards de dollars, 10 fois le budget de l'État fédéral américain et plus que ce que les États-Unis avaient dépensé pendant toute la Première Guerre mondiale. Cette crise financière se transformera en 1930 en une crise bancaire, qui se répercutera ainsi sur les entreprises de toute taille et par effet domino à toute la société. Le nombre de chômeurs va donc exploser, et ce dans le monde entier. C'est le début de la Grande Dépression. Le crash boursier va également toucher l'entreprise familiale des Shelby, puisqu'elle est également cotée à la bourse de Wall Street. La chute du cours de la bourse va faire perdre énormément d'argent à l'entreprise. À ce moment-là, l'entreprise familiale n'est d'ailleurs plus dirigée par Tommy lui-même, l'ayant délégué à son cousin Michael. En effet, il poursuit sa quête de pouvoir et d'ambition personnelle en se présentant en tant que député du South Birmingham à la fin de la saison 4.
L'aspect politique de la série va progresser au fur et à mesure des saisons. Il va s'exprimer en premier lieu via les revendications syndicales de l'usine BSA, menée initialement par Freddie Thorne puis par Jesse Eden, la montée du syndicalisme en Europe de l'Ouest, puis ses origines dans la diffusion de l'idéologie communiste venue de Russie à la suite de la révolution bolchevique. La révolution russe se déroule principalement en 2 temps, d'abord en février 1917, puis en octobre de la même année. Le mécontentement causé par les nombreuses défaites de la Russie lors de la Grande Guerre va se faire de plus en plus pesant. Au départ exprimé par une simple grève des ouvriers, des manifestants de toute classe sociale vont se joindre aux grévistes et affronter les forces de police en février 1917. Quand l'armée, plus précisément la garnison de Petrograd, va également se joindre au mouvement de révolte, le gouvernement tsariste va perdre toute autorité de pouvoir. Le 2 mars 1917, le tsar Nicolas II abdique et différents gouvernements provisoires vont se succéder au cours de l'année. En octobre, les leaders bolcheviques, Lénine et Trotsky, décident de passer à l'action. Ils profitent de la faiblesse du gouvernement provisoire pour prendre le pouvoir et installer le nouveau régime communiste. L'idéologie communiste va alors commencer à se répandre partout ailleurs dans le monde, en commençant par l'Europe. Elle va d'abord s'exprimer par des grèves de plus en plus nombreuses dans les usines de production. En pleine révolution industrielle, les pays occidentaux voient les ouvriers se rebeller face à leurs patrons pour revendiquer de meilleures conditions de travail. C'est le début des luttes ouvrières qui amèneront par la suite de nombreuses réformes dans le milieu professionnel, que ce soit vis-à-vis de l'organisation de grèves dans les usines ou la création de partis politiques communistes. On ressent dans la série une forte animosité du gouvernement britannique envers le mouvement. Il était perçu comme un parti de révolutionnaires et la crainte d'un mouvement similaire à celui subi en Russie était probablement présente. Les Peaky Blinders vont être confrontés au conflit russe de 2 manières différentes. La première dans un cadre purement professionnel avec la syndicaliste évoquée précédemment Jesse Eden, véritable fer de lance de mouvements grévistes et plus particulièrement concernant les conditions de travail ainsi que le salaire des femmes. Elle va se confronter à Tommy pour négocier un salaire égal entre hommes et femmes dans son usine et lui exposer sa vision progressiste sur ce sujet. En ce qui concerne la deuxième, c'est plutôt un rapprochement entre des aristocrates russes liés aux Romanov, la famille royale renversée, et des hauts placés britanniques. Obligés de se réfugier en Angleterre à cause de la récente révolution, ces aristocrates vont faire appel aux Peaky Blinders pour préparer un potentiel retour armé en Russie. Étant l'intrigue principale de la saison 3, je vais éviter de tout dévoiler ici. Comme évoqué précédemment, la constante ambition de Thomas Shelby va le mener à devenir député du South Birmingham, élu à minima en 1925, l'une des nombreuses circonscriptions de la Chambre des communes du Parlement britannique. Même si historiquement la circonscription du South Birmingham a été divisée et remplacée par de nouvelles circonscriptions à partir de 1918, c'est à la Chambre des communes qu'il va rencontrer Oscar Mosley, personnage historique et fondateur du BUF pour British Union of Fascists. Le parti va être officiellement créé en 1932, mais dans la série c'est la période précédente et la montée en puissance du mouvement qui va être exposée. Mosley va rallier à sa cause de nombreux anciens combattants et ouvriers, un moment séduits par le mouvement communiste, prônant comme valeur principale la défense de la vraie nation britannique et un antisémitisme assumé. Proche de Mussolini et grand admirateur d'Adolf Hitler, Oscar Mosley représente parfaitement la montée du fascisme en Europe au début des années 1930, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. So here are our guiding principles. Every citizen shall serve the state, not the banks, not factions, not the Jews. The barriers of class will be abolished and the Greater Britain will be born of the National Socialist and Fascist Creed. C'est là-dessus que je conclus ma vidéo dédiée aux Peaky Blinders. Merci à tous de l'avoir regardé et de continuer à vous intéresser à mes vidéos. Comme d'habitude, si ça vous a plu, 3 petites choses, pouce bleu, commentaire et partage. Pour ne pas louper le prochain épisode, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Sur ce, prenez soin de vous et n'oubliez pas. Thing is, you bunch of fuckers, despite the provocation from the cavalry, no fighting. Oi! No fighting. No fucking fighting. No fighting. No fucking fighting! Good. Get the fucking...